Rebonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous faire une petite présentation sur les LLM. Alors, je l'ai rebaptisé guide de survie en milieu hostile. L'idée, c'est pas de faire un guide exhaustif. En fait, parce que voilà, en 10 minutes, on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire. C'est plus appuyer sur certains challenges, sensibiliser sur certaines choses. Je pense qu'il est utile de savoir quand on veut traiter des LLM. Et puis, c'est aussi en passant donner quelques astuces. Donc très brièvement, je pense que tout le monde a conscience que les LLM ont un peu bouleversé notre façon de traiter les projets. Euh, Ils ont ouvert des nouvelles perspectives. Donc ils ont rendu possible certains use cases pardon, euh, qu'on pensait impossibles ou du moins très difficiles à faire. Et par contre, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'ils ont aussi rendu d'autres use cases instantanément obsolètes. Pardon. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'il y a quelques années, je travaillais sur un projet très R&D qui consistait à faire de l'évaluation personnalisée pour des élèves. Donc c'est un projet très complexe, on a fait des mois de R&D, on a abouti à un système, c'était d'ailleurs assez complexe à déployer, il y avait pas mal de latence, mais on était plutôt satisfait des résultats. Et là d'un coup, il y a ChatGPT qui est sorti, et en un instant, ça a rendu notre projet instantanément obsolète. C'est-à-dire que c'était plus rapide, on faisait un peu de few shot learning, ça avait des meilleures performances et c'était beaucoup plus simple à intégrer. Donc voilà, il y a beaucoup de gagnants, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a aussi des perdants. Donc maintenant qu'on a cette technologie, tout semble beaucoup plus simple, hein, mais il faut savoir que les LLM viennent aussi avec leur lot de problèmes qui leur sont un peu spécifiques. Je pense qu'il y en a que vous connaissez un petit peu. Les hallucinations, tout le monde commence à savoir un petit peu ce que c'est. Voilà, parfois les LLM, ils inventent, ils optent pour le chemin le plus vraisemblable plutôt que celui de la vérité. Mais là où je voudrais insister, souvent c'est perçu un peu comme un bug, les hallucinations. Là, je voudrais dire que, alors je force un petit peu le trait, mais bon, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui est issu de la conception même d'un LLM. Et il faut avoir ça à l'esprit. Voilà, c'est pas votre ingénieur qui a mal intégré le LM dans son application, c'est quelque chose qui vient avec le package. Euh, un autre challenge dont on parle assez peu, c'est le non-déterminisme. Alors, on est très content, on fait du software engineering, on fait des call APIs, mais la plupart des LLM qu'on utilise via OpenAI ou Anthropic, ils ne sont pas déterministes à 100%. C'est-à-dire qu'on a un paramètre qui s'appelle la température. En général, si on le règle à 0, ça veut dire que, eh bien, en fait, on va avoir toujours le même résultat à la fin, avec les mêmes inputs, le même modèle. Et là, dans les faits, température à 0, on a des modèles qui ne sont pas déterministes. Donc, alors, OpenAI et Anthropic ne disent pas forcément pourquoi. Moi, j'ai mon avis sur la question. Si vous voulez, on peut en parler plus tard. Mais ça amène des nouveaux challenges. Si, en bon software engineer, si vous voulez faire des tests de non-régression, d'une itération sur l'autre, en fait, vous ne savez pas si le test n'est pas passé parce qu'il y a une variabilité ou parce que vous avez codé quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, ça, il faut l'avoir à l'esprit. Mais ça, tu avais potentiellement ça même dans les modèles traditionnels, Dans les prédicteurs traditionnels. Enfin, ça dépend desquels. Mais... Dans les modèles traditionnels, tu fixes le seed. En général, tu es tranquille. Là, tu fixes tout ce que tu veux. Et en fait, tu auras quand même une part d'aléatoire. Voilà, ça complexifie un peu les choses. Il n'y a pas longtemps, il y a Gemini qui a sorti son nouveau modèle et ils ont une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Ça veut dire que dans leur prompt, dans le prompt qu'on va donner au LLM, on peut mettre 1 million de tokens. Donc ça représente énormément de choses. Et d'un coup, les gens ont commencé à dire, en fait, c'est cool, on va plus avoir besoin de faire de RAG, on n'a plus besoin d'interroger une base de données externe pour récupérer de l'information, on peut directement passer toute la base de données au format texte au prompt. C'est intéressant, et pour plusieurs raisons, je déconseille de faire ça, mais l'une des raisons, entre autres, c'est qu'il y a une perte d'attention. Alors étonnamment, les LLM ont tendance à être un petit peu comme les êtres humains, c'est-à-dire que si vous leur filez un pavé, au début ça va, au fil du temps, ils perdent un peu l'attention, et à la fin, ils se réveillent, et c'est un peu pareil avec des LLM. Donc, en termes de fenêtre de contexte, ce qui est recommandé, c'est, même si c'est possible, réduire au maximum le prompt. Sur l'évaluation des modèles, c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui est encore très actif au niveau de la recherche. On a des métriques assez standards comme le rouge, le BERT score, etc. Mais c'est des métriques qui sont assez limitées parce qu'en fait, on va calculer des similarités entre un résultat cible et le résultat du LLM. Alors, le problème, c'est que si votre résultat issu du LLM il est fantastique et qu'il utilise un champ lexical très différent du résultat cible, il va être pénalisé parce qu'il n'est pas pareil. En revanche,
c'est pas ce que je veux, parce que le résultat est extraordinaire. Donc, pour tout un tas de raisons, ce qui reste encore le plus fiable, c'est de noter, d'évaluer à la main. Et si on veut éviter de faire ça, eh bien, on utilise ce qui se rapproche aujourd'hui, entre guillemets, le plus de l'humain, c'est-à-dire GPT-4. Donc, c'est là où ça commence à être très très marrant, parce qu'on a des LLM qui ne sont pas forcément déterministes, qui sont notés par d'autres LLM qui sont eux non plus pas très déterministes. Donc là, le jeu commence à être assez sympa. Et je pense par contre qu'il y a une posture à avoir, il y a beaucoup d'humilité à avoir quand on travaille sur un sujet autour des LLM, parce qu'on est tous encore en train d'apprendre ce qui fonctionne. Donc il ne faut pas avoir des exigences monstres sur des projets comme ça. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Deuxième chose, c'est choisissez attentivement votre cas d'usage. Pour moi, il y a des projets, il ne faut pas les faire avec des LLM. D'ailleurs, il y a des projets, il ne faut pas les faire avec du machine learning non plus. Parce qu'en fait, la fiabilité à 100%, ça n'existe pas. C'est des modèles qui sont basés sur des statistiques. Et donc, moi, un conseil que j'ai à vous donner, c'est même si le projet a l'air hyper fun, si la moindre erreur de prédiction, elle est critique pour votre projet, c'est compliqué. C'est quelque chose, encore une fois, qui vient avec le package. Les médicaments, c'est pas fiable à 100%. Mais au regard des bénéfices que ça apporte, on est OK si, dans 5% des cas, il y a des effets secondaires. Pour moi, les LLM, il faut un peu les voir comme ça. Un exemple que j'aime souvent prendre, c'est pas des LLM, mais pour moi, le use case de la voiture autonome, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de la folie, quoi. Parce que là, une erreur de prédiction, elle est critique, parce qu'en fait, si vous prédisez mal, derrière, il y a potentiellement une vie, vous perdez, enfin, il y a un décès. Donc voilà, beaucoup de vigilance par rapport à ça. Le deuxième point, ça se discute un peu. Si vous avez besoin d'un fort déterminisme, bon, je recommanderais d'être vigilant. Le dernier point, je l'avoue, je l'ai mis un peu par provoque. Si votre budget est très réduit, ne faites pas de projet LLM. En fait, je l'ai mis un peu en réaction par rapport à ce que j'ai pu entendre auprès de certaines personnes. En fait, puisqu'on a accès à des API qui coûtent relativement peu cher, et puisque faire un POC, ça se fait relativement rapidement, en fait, tout de suite, on a l'impression que c'est quasiment gratuit. Mais sauf que c'est du software engineering, développer une app. Avant d'être une app basée sur des LLM, ça reste une app. Donc, il y a tout un cycle de développement qui est long. Donc, il n'y a a priori aucune raison pour que ça coûte moins cher que de développer une application mobile. Pour continuer sur les syndromes du POC, donc je pense qu'en termes de temporalité, les LLM ont chamboulé aussi beaucoup de choses. On fait des POC à la vitesse de l'éclair, et le prototypage n'a jamais été aussi rapide. Il faut un bon template, il vous faut un appel API, après vous pouvez faire un peu de few-shot learning, etc. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Et ça se fait relativement vite. En revanche, l'itération n'a jamais été aussi pénible. Parce que maintenant, le jeu, en fait, c'est de faire du prompt engineering. Sauf que parfois, vous changez juste un tout petit peu le prompt, des fois ça joue à la virgule près, et vous n'avez pas du tout les mêmes résultats. Alors pas du tout, j'exagère, mais vous avez des résultats qui diffèrent. Ça pose des problèmes. Parce que ça vous prend des heures pour mettre des nouveaux features qu'il faut traduire en langage naturel. Et il y a aussi une tendance à la complexité. On commence à faire des chaînes de prompts, des LLM qui appellent d'autres LLM, on commence à avoir des LLM qui routent les messages vers d'autres LLM plus experts. Et donc on commence à tisser un peu comme ça une toile d'araignée de prompts. Sauf que ces prompts, vous avez votre PO qui vous demande d'implémenter une nouvelle feature. Pareil, c'est quelque chose qui devient de moins en moins scalable. Parce que ces prompts-là, il faut les versionner, il faut les suivre, il faut les améliorer. Donc voilà un petit peu la frénésie dans laquelle on peut rentrer. Et puis encore une fois, faire un POC, c'est rapide. Après, la conception de l'ensemble de la solution peut prendre du temps. Vous pouvez avoir à faire du RAG, du prompt engineering, du fine-tuning, de la CI/CD, des tests, de la safety privacy, du logging. Il faut faire attention au data leakage. Il faut optimiser la latence et bien sûr l'autoscaling. Alors, une fois qu'on a bien avancé sur notre POC, une question qui vient à l'esprit, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire des call APIs ou est-ce que, en fait, on prend un modèle open source qu'on va hoster dans le cloud, dans un ordinateur distant avec une instance GPU? Les 3/4 des projets que j'ai vus, c'est des API. Pour une raison très pragmatique, c'est beaucoup moins cher. Les API, c'est rapide, c'est peu cher, ça donne accès à des LLM très capables.
Il n'y a pas d'infra à gérer. Le scaling est automatique. Après, dans les petits désagréments que ça peut apporter, c'est que des fois, en fait, vous subissez des ralentissements, parce qu'en fait, vous avez les serveurs qui sont surchargés d'OpenAI. Donc voilà, faut faire avec. Il n'y a pas d'ownership. C'est-à-dire que si demain, et ça arrive des fois, vous avez votre modèle, vous avez OpenAI qui dit, ok, bah, votre modèle, en fait, on va le débrancher dans 3 mois, faites ce que vous pouvez. Bah, derrière, votre toile d'araignée de prompt templates, faut se la recoltiner intégralement. Donc l'ownership, c'est un vrai sujet. Pareil, si le serveur est KO, bah, votre app est KO. En termes de fine-tuning, c'est pas tous les fournisseurs qui permettent de le faire via des API. La privacy, certains garantissent la privacy, d'autres à moitié, d'autres non, clairement. Et voilà, dans ces contextes-là, en fait, moi j'ai un peu la sensation que les gens veulent tous faire de l'open source, mais qu'en fait, par rapport au prix, bah, en fait, ça les décourage. Et du coup, ils continuent à faire des APIs. Euh, Après, le contraire, tout ce qui est open source, bah, vous avez l'ownership, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez sur votre modèle, du fine-tuning, vous avez la privacy, et dans les moins, coût de l'hébergement, gestion d'infra, gère le scaling. Donc, est-ce qu'il y a un avenir pour l'open source? Alors, les modèles LLM, vous pouvez les télécharger sur Hugging Face directement, c'est gratuit. Par contre, ce qui n'est pas gratuit, c'est les hoster, les héberger. C'est pour ça que je vous ai mis, c'est quoi le coût de la gratuité? Bon, désolé pour ceux qui font du GCP ou ceux qui font de l'Azure. Donc, j'ai pris ce que je connaissais le mieux, donc le nom des instances sur AWS, de GPU. Ici, j'ai pris un petit modèle, Mistral. C'est relativement un petit LLM par rapport à ce qui se fait. Il a 7 milliards de paramètres. Ce qui est recommandé, c'est de l'hoster sur cette instance-là, MLG5 2x large. Ça coûte à peu près 1,21$ de l'heure. Très bien. Si j'optimise un peu et que je fais de la quantisation, c'est-à-dire si je baisse un petit peu la précision des calculs pour le rendre le modèle un peu plus compact, eh ben, je peux le caser dans une instance à 1$ de l'heure, très bien. Et si je rapporte ça au mois, 1$ fois 24 heures fois 30 jours, la Quenta commence à être un peu salée. Donc on a 720$. Ça fait combien d'appels chez OpenAPI? Parce que c'est sur ça qu'il faut comparer. Tu l'as pas fait? C'est. Moi, en ce moment, je travaille sur un projet. En fait, la facture au mois, c'est 30-40$. Et il y a 300 utilisateurs uniques, à peu près. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. C'est vachement moins cher de passer par des coller pièces. Après, on peut essayer de rationaliser. On peut dire, OK, ben, en fait, mon instance, elle est allumée juste 10 heures par jour. J'enlève les week-ends. 220$. Ça, c'est pour une instance. Pour gérer le flux et le trafic, si vous avez 300 utilisateurs qui se connectent sur votre chatbot, ben, il va peut-être falloir dynamiquement rajouter des instances. Il va falloir faire du scaling. Donc ça, vous pouvez très facilement multiplier par 3-4 sur ce que vous allez vraiment payer à la fin du mois, si vous avez un workload enfin, un grand nombre de personnes. Et là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comptées, mais si vous voulez faire ça, il vous faudra aussi des gens pour gérer votre infra. Voilà, il y a des gens pour gérer tout ça. Et donc, au final, c'est très cher. Une façon de s'en sortir, en fait, c'est de distinguer des cas. Aujourd'hui, on voit souvent, on se dit, OK, il y a un chatbot, ça nécessite de traiter de la donnée en streaming. J'envoie un message au chatbot, il est traité instantanément, et ensuite, il nous envoie une réponse. Il y a tout un tas de use cases, en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Il y a tout un tas de use cases où on peut accumuler la donnée et la traiter en lot. Par exemple, je sais pas, moi, si vous avez si vous faites de la traduction, si vous répondez à des mails, services après-vente, des choses comme ça, il y a tout un tas de données en fait que vous pouvez agglomérer. Et en fin de journée, vous lancez une instance, vous la faites travailler en batch pendant 1 heure et vous l'éteignez. Donc en fait, il vous faut 1 heure par jour, ça vous coûte 30$. Donc là, et même en termes d'infrastructure, c'est du start. J'ouvre mon instance. C'est fini, ma tâche, je l'éteins. Il y a des frameworks qui vous permettent de traiter de la donnée de manière beaucoup plus efficace, c'est-à-dire au lieu de passer message par message, prompt par prompt à votre LLM, il y a un framework une solution qui s'appelle VLLM, qui vous permet de lui filer un lot directement. Et du coup, vous avez un flowpod qui est beaucoup plus intéressant. Ça a été repris par Text Generation Inference de Hugging Face. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ces librairies si vous voulez faire des choses comme ça. Et puis, moi, je pense qu'il y a un futur aussi dans le on-device. Parce que moi, à mon avis, j'ai la sensation quand même qu'avec tous les LLM qui deviennent de plus en plus capables et qui sont de plus en plus compacts,
avec le fait aussi qu'en termes de compute, il y a pas mal de choses qui se fait sur tout ce qui est GPU, sur tout ce qui est unité de calcul. Il y a un moment donné où, en fait, tu le disais tout à l'heure, Christophe, on a des PC qui sont assez puissants. Et en fait, on pourrait quasiment avoir un assistant directement on-device sur son MacBook. Je sais pas, moi, si on travaille pour l'entreprise et qu'on veut offrir un chatbot à ses collaborateurs, eh ben, peut-être qu'on peut juste créer une application qui sera téléchargeable par tous les collaborateurs. Dedans, il y aura un chatbot et c'est directement run par le PC, pas d'infra, rien à gérer, ça coûte 0 $. C'est sur cette note. T'as vu Grok ou pas? Ouais, j'ai vu. Ouais. Ça a l'air prometteur. C'est hyper prometteur. D'ailleurs, ils commencent, alors je dirais pas à inquiéter, mais il y a pas mal d'articles sur est-ce que c'est le futur, est-ce que Nvidia est mort, trucs comme Grok, ça. pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est du hardware qui promet d'être beaucoup plus performant sur la prédiction et d'avoir des capacités à 10 à 100 fois plus rapides en prédiction de token, quoi. Ouais, c'est assez bluffant. D'ailleurs, si vous allez sur le Grok, c'est grok.com, je sais plus, Ou AI ou un ou truc. Greg ou à Grok AI, GROQ. GROQ, ouais, à ne pas confondre avec GROK, du coup, qui est un projet Qui est le d'Elon truc. Musk. Ouais. Mais ouais, et c'est bluffant comment c'est rapide. Ouais, allez voir, allez checker, ça vaut le coup. Ouais, Ouais. c'est ça. Et Ils font des puces. Est-ce qu'ils font des puces? Oui, ils font des puces. est-ce qu'ils font des puces? Oui, ils font des puces. Donc ouais, c'est une innovation qui est essentiellement basée sur le compute. Après, je suis pas un expert dans le compute. Mais ouais, ils font des puces à 20 000 $ qui font concurrence à Nvidia. Et je crois que c'est spécialement basé sur le LM, pour le LM. Après, je pense que... Enfin, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Je sais pas. Mais de ce que j'ai compris, c'est ça. À ma connaissance, ils vont même ils vont même jusqu'à les appeler les LPU au lieu Ouais. des GPU. Oui. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est bien spécifique au LLM effectivement dans leur marketing en tout cas. Et ce qui est marrant, c'est que le L, moi, je pensais que ça voulait dire logique. Et en fait, j'ai fait une coquille, j'ai dit logique, machin. Et en fait, on m'a dit, en fait, non, L, c'est le langage. Du coup, ouais. Et c'est même combat que les TPU de Google à l'époque de TensorFlow. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est des anciens de chez Google qui ont fait les LPU. Donc, ça commence à devenir pénible pour Google, tous ces gens qui partent et qui font des choses ailleurs. mais ouais. Je sais pas si tu as fini ta presse aussi. Bah, j'avais une slide de merci, du coup. Ah, ok. Bon, Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée sur le sujet? Ah, compliqué là. Il faut choisir la bonne place. Merci pour la presse, c'était super intéressant. Mais du coup, pour revenir par rapport à l'une de tes slides où tu présentais 3 choses et tu disais que la dernière ligne était un peu la ligne provoque que tu avais mis par rapport au coût. Mais du coup, quand on met un peu cette cette comparaison entre travailler en API ou en on-prem, je vais dire, entre guillemets, est-ce que l'API est vraiment considéré comme étant cher? Parce que c'est au final, en coût de time to market, c'est ce qui est le mieux. C'est difficile si tu veux recréer ce que te propose une API sur ta propre infra. C'est très difficile d'être compétitif. À part les exemples que j'ai donnés là sur traiter la donnée en batch, etc. Aujourd'hui, je vois pas comment est-ce que tu peux t'en sortir pour une somme raisonnable dans le mois. Donc faire des call APIs, je pense que c'est encore 95% du quotidien de tous ceux qui font des applications basées sur du LLM. Quelle est ta recommandation du coup? Tout dépend, je dirais. Si ta solution, elle est vraiment centrée sur les LLM, je pense que ça vaut le coup d'investir sur ton propre modèle parce que tu es vraiment maître. En fait, c'est vraiment, si c'est un requirement central, ça serait vraiment ennuyant que du jour au lendemain, OpenAI te dise « Ok, bah, ce modèle-là, tu ne peux plus l'utiliser. » Donc, stratégiquement, ça a beaucoup d'intérêt. Après, si ce n'est pas ton core business, je partageais, je dirais qu'il
faut essayer de voir s'il n'y a pas des astuces, si tu peux pas traiter en batch. Mais aujourd'hui, c'est dur de lutter. Si tu peux pas faire directement sur ton device. Mais ouais, c'est pour ça que OpenAI a pignon sur rue aujourd'hui, c'est que ils sont un peu... et Mistral aussi, d'ailleurs. Enfin, je sais pas s'ils ont pignon sur rue, mais ça va venir, ouais. Et après, l'autre souci, c'est que on n'est pas tous je veux dire des spécialistes de l'IA. Je vais pas dire AI engineer parce que ça veut dire autre chose, mais on n'est pas des gens qui pondons des modèles. Et le risque, c'est que je me dis, c'est que si tu veux toi-même prendre le modèle Mistral, l'implémenter, il y a des chances que tu aies besoin de comprendre un peu l'IA. Genre, alors que si tu es juste un software engineer, c'est pas forcément ton core business. Alors que appeler des API, c'est quelque chose que tu fais en tant que software, en général, c'est plus dans tes cordes. Et du coup, il est peut-être là aussi le problème, c'est que tu sais pas faire, alors tu dis je fais appel à une API avec les contraintes que ça donne, évidemment. Mais en open source, tu peux aussi appeler des API. Enfin, en gros, tu as Olama ou d'autres trucs qui te permettent de faire la même infra que OpenAI, mais en on-premise, quoi. D'accord. Et du coup, ça décomplexifie le sujet pour toi et tu peux l'utiliser comme une black box sans avoir besoin de beaucoup creuser. Ouais, il y a toujours ce sujet il faut l'héberger et ainsi de suite. Ouais, bien sûr. Mais tu interagis avec comme si c'était OpenAI. Tu changes le endpoint, quoi. Ils t'offrent les mêmes abstractions, en fait. D'accord. Donc, du point de vue du software engineer, c'est la même chose. Par contre, implicitement, ça veut dire que tu as des gars derrière qui touchent un peu à du Kubernetes, à des choses comme ça. Tu as de la grosse complexité. Ça me fait penser à du Hadoop, où tu as des gars qui gèrent tes clusters, des gars qui doivent gérer tout, quoi. Donc, sur le débat entre make or buy, c'est sur le même. Ça dépend effectivement des fonds au final. Et de ne pas se faire griller par OpenAI parce qu'ils avancent vite. Donc, tout à fait. Et dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage mis en industrie de manière générale, enfin, je veux dire, qui sont utilisés au quotidien, où on a des modèles qui tournent directement sur device? Est-ce qu'on a atteint cette étape de l'optimisation ou pas encore? Pas à ma connaissance. En fait, la dernière slide, c'est un peu ma liste au Père Noël. C'est un peu ce que je voudrais qu'il se passe. Maintenant, dans les faits aujourd'hui, j'ai pas d'exemple sur ça. C'était plus un peu essayer de prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Mais non, j'ai pas d'exemple sur ça aujourd'hui. D'accord. Mais tu penses que on va y venir? Je pense qu'on va y venir. Je suis pas loin de penser d'ailleurs qu'Apple, qui est assez discret, prépare un truc là-dessus. Parce que les MacBook, en fait, ils ont, avec les puces M1, M2, M3, ils ont ce concept de mémoire unifiée. C'est-à-dire qu'on a un pool commun de mémoire. Si tu as 16 Go de RAM, virtuellement, tu as 16 Go de mémoire GPU. Et puis, voilà, il y a un travail d'optimisation d'ailleurs de chez Apple. Donc, c'est des bons candidats pour faire tourner des LLM. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, cette année ou l'année prochaine, ils sortent des choses directement in-device. D'accord. Merci. Une petite question là-bas. Ok, arrive. Merci pour ta presse. Avec la prédominance de ChatGPT comme premier LLM utilisé justement en entreprise, est-ce que tu penses qu'il y aura un shift sur Azure qui fournit justement une encapsulation encore plus que déjà les API que donne OpenAI avec le service Azure OpenAI, ou la privacy justement qui était le problème que tu donnais sur l'API est géré quand tu payes l'offre entreprise parce que tes données ne sont pas utilisées pour l'entraînement. Nous, on a commencé à tester ça. Est-ce que tu penses que le shift va être un peu généralisé dans différentes entreprises? C'est une très bonne question. Je pense que le shift a déjà commencé à s'opérer. D'ailleurs, je pense qu'ils ont grappillé pas mal de parts de marché grâce à ça, Azure. Il y a aussi tout le côté Power BI, intégration de la suite Office, etc., qui leur donne un peu, ça leur donne un peu des ailes. Ils ont aussi des bons commerciaux. C'est surtout ça, je pense. C'est essentiel apparemment, je pense. T'as cité le côté privacy, donc ils rajoutent un layer en plus qui te disent voilà, on va pas toucher à tes données. Par contre, j'ai l'impression qu'ils se font souvent hacker quand même, Azure. Donc ils te garantissent la privacy, mais derrière ils se font hacker quand même. Donc, mais effectivement, tu as raison, il y a de plus en plus l'utilisation de Azure OpenAI. Merci Denis, je peux te rasseoir, c'était cool. On commence à
Je vois les gens s'étirer, tout ça. On va commencer petite ouverture de fin de discussion. Je compare toi. Comment tu vois ton métier, ton rôle évoluer dans les prochains mois, prochaines années? Je dirais qu'on tend vers une simplification avec des engines comme DuckDB, une prédominance du SQL. Effectivement, il y a une guéguerre entre les profils pure software engineering côté data et data engineer SQL. Dans tout cas, ça va vers la simplification parce que tous les acteurs ont un intérêt à que ce soit plus simple, Snowflake, les commerciaux, les managers. Finalement, la complexité, souvent, elle est valorisée par les développeurs qui aiment gérer la complexité parce que ça peut être valorisé par ce poste. Donc, vraiment, je pense qu'on va avoir de la simplification de tous bords et c'est pas négatif puisqu'on va pouvoir justement tackle des choses plus complexes et moins s'attarder vers des choses plus compliquées mais plus simples bas niveau, quoi. Ok, donc ça veut dire que tu auras quand même besoin de ces core skills de software engineering. Je pense, quand même. Mais simplifier, vraiment simplifier. Parce qu'à l'époque, par exemple, faire un CI/CD, je sais pas, sur du Hadoop, à l'époque, en 2017, c'était plus compliqué. Dans mon équipe, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de réticence parce qu'il n'y avait pas la culture. Maintenant, dans les équipes data, c'est beaucoup plus commun d'avoir un Git, d'avoir un CI/CD, quelqu'un qui fait un YAML au début, puis l'équipe DevOps va l'assister. Voilà. Donc vraiment, on a simplifié, alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus dur. Donc ça a suivi la même trend. Ouais. Et toi, tu es passé de faire des modèles à faire des call API. Comment on change ton quotidien? Oui, il y a un côté quand même assez passionnant, je dois dire, parce que faut avouer que c'est un domaine qui avance très vite. Il y a une dynamique qui est absolument incroyable. Et ce qu'on peut continuer à faire quand même, c'est de lire des publications scientifiques qui sortent, c'est tester de nouveaux outils, c'est se renseigner sur pas mal de choses. D'ailleurs, je pense qu'il y a des passerelles à faire aussi, parce que avant, les data scientists n'étaient pas particulièrement intéressés pour comprendre et pratiquer du Kubernetes. Mais maintenant, comme on voit que pour faire tourner du LLM, tu es un peu obligé de savoir comment ça fonctionne. Donc je pense que ça peut aussi renforcer toutes les passerelles. Et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Willis. C'est la frontière entre les différents métiers, les data scientists, data engineers, software engineers, elle commence à être de plus en plus floue. Et on tend un peu vers quelqu'un qui va gérer beaucoup d'abstractions. Et je pense que le métier de ML engineer, c'est aussi de plus en plus un peu ça. Un ML engineer, c'est pas forcément le meilleur software engineer, c'est pas forcément le meilleur data scientist, c'est pas forcément le meilleur data engineer. C'est le mec compromis, quoi. Mais c'est... en fait, je sais que c'est pas hyper distingué de parler de football, mais je trouve que c'est un peu un milieu de terrain, quoi. C'est pas le mec, c'est pas un défenseur, c'est pas un attaquant, mais c'est juste qu'il a une vision globale, il sait orchestrer un peu les choses, et je trouve que c'est un peu ça un ML engineer aujourd'hui. Voilà, donc j'ai un peu petite digression. Le Zidane de la data. Cool. Christophe, comment tu vois toi tes futures missions? Comme un coach de football, peut-être. Je construis l'équipe, j'aide l'équipe à se construire. C'est beau. Non, je sais pas. Enfin, moi, mon métier de data engineer, en 10 ans, j'ai fait énormément de choses variées et j'adore ça. J'adore le fait qu'en tant que data engineer, tu puisses toucher à tout et faire un peu de tout, de la donnée brute à de la visualisation. Alors, pas de la visualisation dans les outils de BI, mais plutôt de la visualisation custom, quoi, on va dire. Et voilà, moi, le futur, c'est continuer à faire des trucs qui me font kiffer comme ça, faire du software, développer des outils qui... Moi, ce qui me fait kiffer, c'est juste aider les gens, quoi. Enfin, genre, souvent, ce que je dis, c'est... Moi, en anglais, c'est empower. C'est donner plus de pouvoir aux équipes data et aux gens qui ne sont pas dans les équipes data. Mais je préfère donner aux équipes data parce qu'en fait, ils comprennent ce que je fais, quoi. Et je comprends ce qu'ils font. Et ils sont plus... ils te remercient plus qu'en général les stakeholders. Donc c'est quand même plus agréable. Et donc voilà, moi c'est ça ce que j'ai envie de faire. Après, moi j'ai un péché mignon, c'est la vise. Et j'adore faire de la vise. J'adore faire du D3JS, faire du front-end.
Et donc, peut-être c'est ça que je vais faire. J'en sais rien, on verra. Stylé. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Vise ce soir. On finit avec un petit jeu dynamique que tu as préparé, tes petits soins, Christophe. Si on a le temps et si les gens n'ont pas trop envie d'aller manger ou boire. On le fait. Ce sera rapide. Ok. Il y a le petit clicker ou pas? Alors, j'ai fait un petit jeu. Alors, à la base, je voulais appeler un LLM. Il lui demandait d'écrire des offres d'emploi et qu'on devine pour quel job j'avais demandé l'offre d'emploi. Sauf qu'en fait, il était trop fort et il me sortait que des trucs pertinents où il n'y avait pas de trucs rigolos. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur LinkedIn et j'ai tapé des noms de métiers et j'ai pris le poste et je l'ai mis là. Alors là, c'est pas très lisible, mais le jeu que je propose, c'est vous devez trouver quel est le métier qui est derrière cette offre d'emploi et ses missions et ses connaissances techniques. Bon, en noir, j'ai juste viré le nom du métier parce qu'en fait, il était écrit dans l'offre. Donc, c'est un métier qui est à la Cour des comptes. Et on voit par exemple développer des requêtes, extraire des données, manipuler des données pour faciliter leur exploitation, réaliser des analyses statistiques et économétriques, renforcer sa connaissance du secteur public, notamment des finances publiques. Et en connaissance technique, il y a maîtrise des méthodes d'analyse de données, statistiques, économétrie, maîtrise des outils de statistiques suivants, R, Python, SAS, maîtrise des méthodes de programmation informatique, Python, bla 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 bla. Donc vous pensez que c'est quoi comme type de métier là autour Product owner. Product owner. Franchement, respect au product owner qui maîtrise tout ça. Il n'a pas envie d'avoir de points, lui. J'ai du data analyst, j'ai du BI analyst, j'ai du data scientist. Ouais. Moi, j'ai bien un data scientist. Data scientist, ouais. Data scientist. Et sinon, statisticien. Profil statisticien pur. Bon, et ben c'est un ou une data scientist. Data scientist, ouais. Donc ouais, je remets le même truc, hein, mais c'est assez drôle parce qu'il y a très peu de trucs de machine learning à l'intérieur. Ouais. Mais c'est écrit R. Dernière ligne. En fait, si tu reviens à la dernière ligne, c'est machine learning, R shiny, web scrapping. T'as l'œil. Ouais, c'est R shiny, ça me fait. Ouais, c'est data miner, statisticien. Ouais, c'est vrai que c'était apprécié. Ensuite, un autre. Intégré au sein de l'équipe data, votre rôle sera de concevoir des modélisations statistiques et des algorithmes pour exploiter les données. Développer des pipelines de collecte, modéliser les résultats d'analyse de données, industrialiser les solutions dans un contexte cloud. Et après, dans les technos, il y a Python, Pandas, DevOps, Scikit-learn, TensorFlow. Bon. Data Ingé, Analytics Engineer, j'ai entendu ML Engineer. Ouais. Cloud Data Engineer. Ah, c'est Cloud pas Data mal, Engineer. Ça peut être... Comment ça cumuler des morts. Eh ben, c'est Data Engineer Senior. À Pau. Ouais. Tu peux revenir vite fait? Ouais, je peux revenir. Alors, TensorFlow, il est Moi, beau. je suis étonné par ça aussi. Je vois pas pourquoi. Il faut aller dire à Capgemini, qui savent pas trop qualifier correctement. J'ai une petite réflexion à faire. J'ai toujours un peu de mal avec le fait que les data engineers fassent des API, parce que les backends font des API. Je travaille avec des backends qui font des très belles API. Ça me fait mal au cœur que les data engineers embarquent cette compétence alors qu'on a déjà pas mal de choses. C'est vrai, c'est clair. Après, vous comprenez les besoins analytiques de différents métiers. Vous gérez et maintenez une base de connaissances de différentes données. Et dans les qualifications, Python, SQL, Excel, Tableau, Power BI. On est rigoureux, organisé. Data analyst. Data product owner. Alors là, c'était un clin d'œil. Parce que c'est un job chez Ubisoft. Ah, intéressant. Et c'est Data Operation Engineer. Bon, je sais pas c'est le fameux Data Ops Engineer, ça. Bah, je sais pas, vu l'offre d'emploi, ça ressemble pas trop à ça. Moi, Data Ops, je m'attendrais plus à quelqu'un qui s'y connaît en DevOps, plus couche data. Vraiment. Ouais, c'était pas ça. Ensuite, il y avait ce truc-là. Alors, manager, il y avait écrit l'équipe et avec des trucs dedans en place. Mise en place de rituels d'équipe, vous standardisez les graphiques afin de suivre les évolutions, vous assurez que l'équipe utilise bien quelque chose créé. Et donc, on a expérimenté en SQL, on connaît Power BI, on connaît Cloud Azure, et on a un bon niveau d'anglais. Ça c'est Product Owner, ça. Product Owner, Data Moi, je dirais Lead Data Analyst. Lead Data Analyst. Il reste sur Data Product Owner. Il y a des gens qui sont forts, Lead Data Analyst. Lead Data Analyst, c'est beau. Bravo. Il y a des offres, je les ai prises sur LinkedIn et d'autres, je les ai prises sur le Pôle emploi. Si jamais je crois que celle-là, elle est chez Pôle emploi, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, collaborer avec les équipes pour comprendre les besoins métiers, identifier les opportunités, extraction, nettoyage de données. Il faut maîtriser Python, SQL, Neo4j. Il y a encore des gens qui font ça.
Faire des modèles de ML sur data haiku, compréhension des concepts de data engineering et des pipelines de données, etc. etc. Data ML engineer. ML engineer. Putain, vous êtes fort, hein. Data scientist junior. Junior. C'est un projet de lutte contre la fraude. Et je crois que j'en avais un dernier. Celui-là, c'était quoi? Ouais, alors celui-là, il est fun. C'est créer toute la plateforme de données. Vraiment, hein, c'est... Toute une personne maîtrise tout. Avec les autres membres de l'équipe. Organiser et mettre en place la collecte de données. Gérer à plus long terme toutes les problématiques de scalabilité. Assurer le bon déroulement des projets. Ouais, voilà. Ouais, c'est 7 ans en data science ou... J'ai entendu, t'as dit quoi? Ouais. ML engineer. Ouais, c'est Head of Data. C'est beau. Qui paye pas mal, ça vous intéresse, le poste. Ouais, enfin, ils cherchent une start-up, quoi. Et je crois que j'en ai un dernier. Ah non, j'en ai plus de dernier, c'est bon. Le dernier, c'était juste des salaires. Voilà, bref. Voilà, pour moi, c'était ce petit. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le titre n'est pas du tout précurseur de ce que tu vas retrouver dans le après, là, j'ai pris des annonces où j'ai vu des trucs un peu bizarres. J'en ai quand même regardé une bonne cinquantaine où il y avait des trucs où c'était pertinent. Donc j'ai pris ceux où il y avait de quoi douter un petit peu, quoi. Mais je dis souvent qu'il faut pas hésiter à postuler à des postes qui nous intéressent et puis poser des questions en entretien. Puis demander de rencontrer des membres de l'équipe. En tout cas, surtout on est en remote là beaucoup. Donc faire des calls avec les membres de l'équipe et puis parler du quotidien tout simplement et de ce qui attend. Parce qu'au final, c'est ça. La fiche de poste, elle résume, mais souvent elle est mal résumée. Et puis c'est beaucoup mieux de parler face to face, quoi. Ouais, puis c'est une liste Père Noël de toutes les technos, tous les stacks possibles. Surtout là, la plupart du temps, c'est une liste de Père Noël. Donc, ouais. Là, c'est des gros postes et surtout que j'ai extrait à chaque fois au moins la partie mission, mais l'offre d'emploi, elle est grosse. Il y a de plus en plus de choses dans les offres d'emploi, j'ai l'impression aussi, quoi. Ouais. Il y en avait une où, mais je sais plus. C'était celle-là, elle était vraiment. Je l'ai reformatée, là, celle-là. Elle était catastrophiquement mise en forme. Ouais, bon, bref. Bon, bah, sur cette petite aparté des postes en data, merci beaucoup tous les trois. C'était super cool comme discussion. Anis, Willis, Christophe, vraiment cool. Merci à tous.